Hello, hello les filles, bonjour les Cosmo Girls, merci d'être là. Aujourd'hui, nous accueillons Catherine Grangeard. Bonjour. Certaines la connaissent, certaines vont la découvrir. Et aujourd'hui, on va être là pour parler de confinement, déconfinement, mais aussi de toi, Catherine, de ton métier, des ouvrages que tu as réalisés et surtout comment est-ce que ces livres peuvent nous aider au quotidien. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on va parler avec les filles qui vont sans doute te poser des questions. Es-tu prête et comment vas-tu? Bien, bonjour à toutes. Oui, je suis prête. Oui, je vais bien et je te remercie Amandine d'organiser cette, rencontre. Je te laisse peut-être, poser 2 ou 3 questions et puis ensuite j'enchaîne? D'accord, bah oui, bah oui. Bah là, il faut que je dise bonjour aux Cosmo Girls qui sont présentes. On a Valérie, salut. On a Clarisse Ingrid, on a Louise, on a qui? On a Audrey. Il faut que je regarde un petit peu qui nous a rejoints. Merci à toutes d'être là, vraiment, ça fait très plaisir. Je vois que tu es attendue, Catherine, d'accord? Bon, tu aurais dû t'appeler quoi? Désirée, en fait. C'est ton second prénom, c'est ça? Oui, je trouve que c'est un très, très joli deuxième prénom et ça me convient parfaitement. Tout à fait, tout à fait. Alors, donc, figure-toi, Catherine, que si on t'a invité, d'une part, c'était pour que les Cosmo Girls qui ne te connaissent pas encore puissent te découvrir à travers, comme je te le disais, ta profession de thérapeute. Tu vas nous faire un petit briefing de ton parcours, mais aussi parce que souvent sur Cosmo, on fait appel voilà, à vraiment tout ce qui va être médecine douce et aussi à la partie psycho. Parce qu'en cette période de confinement, c'est pas évident. Là, on se dirige gentiment vers le déconfinement. Je sais que bah, ça peut angoisser aussi. Et du coup, voilà, on voulait avoir peut-être quelques clés, quelques conseils que toi, tu donnes au quotidien sur ton blog, c'est vrai, mais que peut-être les filles n'ont pas encore découvert. Donc, bah, je vais te laisser te présenter si tu es d'accord. Et on est parti, hein, on est parti pour commencer le live psycho avec Catherine. OK, donc je suis, Catherine Grangeard, je suis psychanalyste et ça fait une vingtaine d'années que dans les Yvelines, je travaille, beaucoup avec des personnes en excès de poids. Pourquoi? Vraiment, c'est simple. En l'an 2000, un chirurgien qui s'appelle, Patrick Bergevin, qui est dans les Yvelines, est venu me voir et m'a dit: «Je sais que, le bistouri aura besoin du divan». Alors, un chirurgien qui vient voir une psychanalyste et Mhm. qui lui dit une chose pareille, c'est assez extraordinaire. J'étais d'accord avec lui. Bien évidemment, quand on va faire une chirurgie de l'obésité, quelque chose d'extrêmement important va se produire et donc travailler sur, tout ça est indispensable. Et puis surtout, qu'est-ce qui a pu mener à un excès de poids tel que un jour on décide de faire quelque chose de pas naturel du tout pour avoir à l'intérieur de soi l'impossibilité, de se nourrir d'une façon, habituelle. Tout ça, ça m'a intéressée, mais j'ai simplement dit à Patrick Bergevin à l'époque, «Mais moi j'y connais rien». Je suis pas du tout une spécialiste de l'obésité et à l'époque, des psychanalystes spécialistes de l'obésité, aujourd'hui, il y en a pas beaucoup, mais à Oui, l'époque, il y en avait je pas, ne sais pas. Hmm. il y en avait pas. Donc moi, je m'y connaissais, en alcoolologie, je m'y connaissais en addiction. J'avais travaillé, avec, des toxicomanes, j'avais travaillé, donc il y a 20 ans, j'avais à peu près ton âge, tu vois, Amandine, il y a 20 ans, et puis je doute de rien. J'ai dit: «Bah, d'accord» et j'ai commencé à travailler avec les personnes qui venaient me voir, en excès de poids donc,
sous l'angle du besoin de nourriture, sous l'angle du manque, sous l'angle de je vais chercher à l'extérieur quelque chose qui me paraît indispensable en moi. Et ça, c'est l'addiction. Ça, c'est la dépendance. Ça, c'est attribuer à un objet extérieur des qualités dont on pense qu'on a besoin. Je vais pas bien, je vais aller bouffer un petit truc, ça va me remonter le moral. Je vais boire un petit coup, ça va me faire du bien. Je vais fumer, je vais machin, machin. Donc, moi, j'ai commencé avec ce type d'approche. Et en 2007, j'ai sorti un premier bouquin. Alors là, j'ai sorti mon œuvre complète pour vous cet après-midi. Un premier bouquin qui s'appelle Obésité, le poids des mots, les mots du poids, qui était chez Kalman Levy, qui est toujours d'ailleurs chez Kalman Levy. Et ce bouquin parle de ça, parle de l'addiction, parle de la quête à l'extérieur de soi d'un produit pour se faire du bien. On pense qu'on va se compléter, on pense qu'on en a besoin pour être bien, et donc ça met en dépendance. Et ça, c'est une première approche. Mais je me rendais bien compte au fur et à mesure que toutes les personnes que je rencontrais n'étaient pas concernées par l'addiction. Et je sais bien que, une personne en obésité n'est pas simplement en obésité, c'est une personne avec plein de caractéristiques. Tu voulais dire quelque chose? Je t'ai coupé la parole? Absolument pas. Au contraire, je suis très attentive et je pense que les Cosmo Girls aussi. Les filles, montrez, manifestez-vous, montrez que vous êtes là, que vous comprenez un petit peu le début de ce parcours. Et n'hésitez pas, surtout gardez bien vos questions. On t'écoute, Catherine. Voilà, donc les personnes en obésité sont d'abord et avant tout des personnes. Et l'obésité est un des caractères de cette personne, mais pas du tout le seul, l'unique, parce que l'obésité ne vient pas pour les mêmes raisons. Et plus tu travailles avec des personnes, plus tu te rends bien compte qu'il faut s'intéresser à ce qui a mené les personnes à une situation dont elles se plaignent. Parce que pour ma part, je connais des personnes en obésité qui ne sont pas malheureuses d'être en obésité. Oui. Et c'est le regard social qui fait que ça ne se passe pas bien. Qui n'ont pas de comorbidité, qui n'ont aucune raison d'être mal, si ce n'est que c'est mal vu. Elles sont mal vues. Et donc là, c'est autre chose qui est à travailler. Il y a des personnes pour qui l'obésité a été une solution. Et oui, une Oui. solution avant de devenir un problème. Cette solution, dans ce cas-là, tu ne vas pas accepter de la perdre. Donc, tu perds du poids, tu reprends du poids, tu perds du poids, tu reprends du poids, y compris avec les chires. Donc, il faut travailler sur la solution. Si ça a été une solution et que c'est devenu un problème, est-ce que la solution est toujours nécessaire? Alors là, je prends le cas hyper classique des femmes, parce qu'il y a quand même plus de femmes qui ont subi des traumas sexuels et qui se sont enrobées afin de ne pas être dans les diktats de ce qui serait aujourd'hui le corps idéal, parce que ça les protégeait de ne pas être l'objet sexuel d'un prédateur. Donc là, tant que ça, c'est pas travaillé, tu vas recommencer à prendre du poids après en avoir perdu, c'est obligatoire. Donc moi, mon job, c'est de travailler avec les gens qui viennent me consulter pour voir qu'est-ce qui est à l'origine d'une prise de poids dont on peut se plaindre. Qu'est-ce qui est à l'origine d'une prise de poids qui peut faire souffrir ultérieurement? Et pour se libérer réellement de ce qui a été à un moment donné nécessaire, mais qui à un autre moment est un fardeau. Donc là, rebouquin, parce que moi je dois aimer écrire visiblement, et ça s'appelle Comprendre l'obésité. Le sous-titre, c'est Une question de personne, un problème de société. Donc, une question de personne. La personne, elle a une question à se poser et à travailler pour voir où elle en est. Et un problème de société. Pourquoi est-ce que c'est si mal vu? C'est quoi la grossophobie? Pourquoi est-ce que si on ne voulait pas fabriquer d'obèses, bah, peut-être il ne faudrait pas avoir des normes aussi drastiques avec des mannequins toutes maigrichonnes, et cetera, et cetera, et cetera. Et puis évidemment, l'agroalimentaire qui fabrique de l'obésité avec des aliments
on n'a qu'à les interdire plutôt que de mettre du rouge sur, des étiquettes. C'est pas compliqué de dire: «Si vous dépassez monsieur le fabricant, de gras et de sucre, et ben, vous n'aurez pas une autorisation de mise sur le marché, parce que vous fabriquez de l'obésité». Là, moi, je trouve que c'est un scandale absolument extraordinaire de mettre et encore les Nutri-Score, on a mis des années, mais de mettre, une pastille rouge, ridicule et d'une mauvaise foi absolument dégueulasse. Ensuite, la publicité. Comment peut-on mettre dans les programmes que les gens regardent, hein, des trucs qui donnent envie d'aller manger, des produits dont on leur dit qu'il ne faut pas aller se Oui. nourrir? C'est absolument dingue, y compris sur les programmes des enfants. Alors là, vous voyez bien que ça m'énerve très profondément parce que c'est à la fois au niveau de la personne que ça se passe et de la société. On ne peut pas dire que ça progresse les questions d'excès de poids parce qu'aujourd'hui 50 de la population est en excès de poids Ouais, et ça et va continuer. continuer à fabriquer fabriquer, ce problème. Donc ça, c'est d'une mauvaise foi absolument terrible et je vais faire un billet la semaine prochaine sur ce sujet parce que, sur ce blog-là que je tiens tous les jours, il y a une journée la semaine prochaine, c'est la journée sans régime et c'est un truc international depuis quelques années. C'est des féministes qui ont mis ça au point pour dénoncer les diktats de la société. Donc la semaine prochaine, vous aurez droit à ce que je viens de vous raconter, mais rédigé. Je me Voilà. permets juste, Catherine, de t'interrompre un petit peu parce que ça commence à réagir du côté des filles. De nouvelles filles sont venues nous rejoindre. Bonjour Anne, bonjour Conso, il y a Chantal, il y a Leïla aussi, Laurence Laurence qui a posé, alors attends, non, ce n'est pas Laurence, autant pour moi, c'est Leïla. Leïla témoigne en disant que l'IMC est un chiffre qui peut aussi perturber. Bien sûr. Elle dit être considérée comme obèse médicalement, alors que physiquement, elle est à peine en surpoids. Et pour elle, c'est vraiment perturbant. Hein. Ensuite, j'ai GB Je, en pseudo, qui indique qu'il a lu ton livre, enfin qu'elle a lu ton livre, et il y a quelques années, et qu'elle te remercie pour le travail que tu as fait en amont et surtout les mots justes. Donc, ce que tu expliques, si je résume, hein, si je compacte, l'obésité, elle est multifactorielle. La société peut aussi entrer en cause, entre directement même en cause. Hein. Je ne vais pas alléger la charge. Il y a multiples mots qui expliquent aussi l'obésité à côté de ça. Et il y a un vrai travail à faire déjà en amont par rapport à beaucoup de, j'allais dire, lobby Bien aussi. sûr, bien Oui, sûr. ok. Absolument. Alors donc, j'ai noté, je vous parlerai de l'IMC tout à l'heure et j'adore qu'on me dise qu'on adore mes bouquins, n'hésitez pas surtout. Donc, bien sûr que c'est multifactoriel. C'est absolument multifactoriel. C'est comme je le disais, hein, une question de personne, c'est-à-dire dans l'histoire de la personne. Qu'est-ce qui fait que, il y a eu plus de recours à la nourriture que de dépenses du corps? Qu'est-ce qui fait qu'on est plus ou moins fragile avec la nourriture? Qu'est-ce qui fait qu'on stocke plus? Parce qu'il y a une inégalité, heu, vraiment, innée, enfin je vois pas pourquoi on serait égaux dans ce domaine alors qu'on ne Oui, l'est dans rien du tout. oui, Donc voilà, donc tout ça c'est évident et aussi la société parce que la fabrication de l'obésité dans notre société à une époque, comme la nôtre, c'est une évidence et de faire porter le chapeau, uniquement aux personnes qui sont atteintes d'un excès de poids ou d'une obésité, ce n'est pas normal. Parce que si on ne voulait pas fabriquer autant d'obésité, eh bien, il faudrait donner des aliments plus sains, à la vente, vous voyez? Si on vend des aliments sains, on sait que les gens, ils risquent pas grand-chose. Mais si on leur met des pastilles rouges en disant: «Ça, c'est pas bon», bah, pourquoi tu le vends? Pourquoi c'est mis sur le marché? Pourquoi est-ce qu'on vend des sodas trop riches? Pourquoi? Vous voyez? Et ça, c'est tout simplement parce qu'on est dans un système où il faut faire, du fric et donc du coup, voilà. Pourquoi on vend des régimes
alors que le rapport de l'ANSES de novembre 2010 dit que tous les régimes font prendre du poids. 95%, excusez-moi, pas tous font prendre du poids. Donc, puisqu'on le sait, pourquoi on laisse vendre des régimes inutiles et dangereux et qui font prendre du poids? Donc, vous voyez, toutes ces questions sont extrêmement importantes à traiter. Alors, la personne qui a parlé de l'IMC, l'indice de masse corporelle est un indice. Vous savez pourquoi il y a eu un indice? C'était statistique. Les sociétés d'assurance américaines avaient remarqué qu'un certain nombre de personnes mouraient plus, avaient plus de comorbidités, etc., etc. Et en faisant une enquête au niveau du profil de ces personnes, l'indice de masse corporelle est paru très intéressant. Il y a eu des surprimes, enfin tout un tas de trucs. Donc cet indice, normalement, n'est pas un outil médical. L'indice est un outil de statistique. C'est Ah, donc, c'est ah, donc très grave de s'en servir au niveau médical. Parce que le mec, je prends cet exemple parce qu'il est caricatural, qui est le sportif rugbyman tout en muscles, il va avoir un IMC très fort, mais mhm. c'est du muscle. C'est un type hyper sportif. Il n'a aucune des comorbidités de quelqu'un qui aurait une masse grasse extrêmement importante à un poids identique d'IMC. Donc vraiment, ça aussi, c'est des conneries. De travailler avec de mauvais outils, eh ben, ça donne de mauvais diagnostics. Et la copine qui a dit l'IMC, elle se sent à peu près en santé, elle se sent en surpoids, on lui dit qu'elle est en Je la obésité. connais. Mais Elle, c'est dingue, mais c'est complètement dingue. Parce que si elle se sent, elle, juste en surpoids, ben, elle le sait mieux que les autres quand même. C'est quand même elle qui est dans son corps et qui voit bien qu'elle n'a pas d'essoufflement, elle n'a pas ci, elle n'a pas ça. Donc, pourquoi lui coller une étiquette obèse, malade, machin, tout ça? Tout ça, ça ne va pas. Et il y a une certaine Catherine Flegel, une américaine, qui a fait une énorme étude, dont je parle dans je ne sais plus quel bouquin, une énorme étude avec dans plein de pays du monde, montrant que le surpoids n'était pas associés à des comorbidités. Or, quand on te regarde en disant tu es en excès de poids, alors il faut faire gaffe, alors il faut te mettre au régime. Eh bien, tu risques de créer une obésité parce que on te pointe du doigt et donc tu vas te mettre au régime, tu vas prendre du poids, t'en perds 5, t'en prends 7, t'en perds 5, t'en prends 7, c'est ouais, l'horreur. ouais. Et également, on associe, puisque tu es en surpoids, tu vas absolument passer en obésité. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Et par ailleurs, Catherine Flegel, décidément un très bon prénom, Catherine Flegel dit que lorsqu'on a un pépin de santé sérieux, il vaut mieux avoir une petite réserve parce que tu vas aller chercher dans tes réserves si tu ne peux plus manger parce que bah, ton corps est attaqué par un cancer, par exemple, et que tu fais que vomir avec la chimio, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même relativiser à chaque fois bénéfice-risque d'une perte de poids et résister aux diktats qui font qu'il y a un seul type de corps qui est beau, d'où le travail que je fais avec toi, Amandine, et l'association Cosmo Plus sur des défilés littéraires, sur des choses qui vont mettre en avant tous les types de corps, quels que soient ces chiffres que sont l'IMC ou l'âge, Oui. puisqu'il y a également le même type de problème. Si tu veux prendre la parole, vas-y. Bah, écoute, on nous rejoint au fur et à mesure. Je prends en cours les nouveaux commentaires. Il y a Audrey qui parle justement d'exacerbation dans les consciences collectives et au sein du foyer par rapport justement à ces lobbies dont on parlait tout à l'heure. Ce qui amène, comme dit Audrey aussi, à stigmatiser la différence. Bien sûr, Hein.
Ça, c'est tout à Ah, fait bien sûr. Mais évident. là, je te coupe parce que la différence, c'est la il faut travailler sur la grossophobie. Donc vous le savez, la grossophobie, le nom est rentré dans le dictionnaire en 2018. Vous le savez, la phobie, hein, c'est d'avoir peur. Donc pourquoi on a peur des gros? Qu'est-ce qui, dans notre société, fait que le gros est associé à ce que je ne voudrais pas être? Et pire, la personne elle-même, quand elle prend du poids, elle est grossophobe. C'est-à-dire Mmh. que ça lui paraît horrible de prendre du poids et il faut qu'elle perde ce poids. Je prends l'exemple classique qui est du body beach. Il faut se préparer pour aller à la plage tous les mois de mai. Bon, cette année 2020, ça va pas être comme tous les ans. Merci le Covid. Exception, On ouais. n'aura pas le body beach. Mais le body beach, c'est, perdre des kilos et tous les magazines au printemps vous mettent, perdez 5 kilos, perdez 7 kilos pour aller à la plage. Comme s'il était indécent d'aller à la plage avec des bourrelets. Comme si c'était pas possible d'aller profiter des vagues, du sable, du soleil. Non mais c'est ahurissant. La grossophobie est une phobie de quelque chose qui pourrait être horrible à vivre. Je cite très souvent un exemple, qui était une enquête auprès de femmes, Mmh. et on leur disait: «Est-ce que vous préféreriez vivre avec un voyou ou avec, un gros?» Réponse: Avec le voyou, avec le bad boy. «Voilà». Et Mmh. donc quand tu connais les violences conjugales, quand tu connais, le fait de vivre avec quelqu'un qui est un gangster, parce que c'est pas le bad boy sympa, qui va te faire, vibrer. C'est un mec qui va te poser, toute une tonne de problèmes dans Mmh. ta vie, avec tes enfants, enfin ça va être, un peu pénible. Ouais. Choisir ce type d'homme plutôt que, vivre avec, un gros, c'est quand même quelque chose. C'est, Incroyable. c'est épouvantable. Donc voilà, la grossophobie, mais elle est aussi médicale, puisqu'on parlait des médecins tout à l'heure, la prise en charge médicale. Les gros sont une raison d'échec chez les médecins, puisqu'ils n'arrivent pas, à faire maigrir durablement quelqu'un. Donc quand ils voient rentrer dans leur cabinet un gros, merde, quelqu'un qui a mis en échec les confrères va aussi me mettre en échec. Donc il y a quelque chose comme ça, plus la grossophobie de l'individu médecin qui est exactement le même individu que le reste de la société. Tout ça fait que la prise en charge peut être maltraitante aux 2 sens du terme. Maltraitante inefficace, avec des taux d'échec qu'on connaît, hein, et maltraitante, pas sympa, avec les personnes. Et il y avait eu, une enquête d'une association qui s'appelait Pulp Club. Je ne sais pas si vous connaissez Oui, ça, oui. il Oui, y a oui. une quinzaine d'années. Et elle avait révélé que les femmes n'allaient plus chez les gynécologues parce qu'elles ne pouvaient plus supporter les remarques absolument, méprisantes, disant: «Ah bon, vous avez encore une vie sexuelle? Vous êtes sûre que vous avez besoin d'une contraception?» et cetera, et cetera. Donc voilà. Et en chirurgie de l'obésité, on doit s'interroger pourquoi il y a 40 d'échecs. Bien sûr, bien sûr. Donc, je prends les questions en cours, Catherine, parce qu'effectivement, ton allocution suscite pas mal de réactions. Je sais que quand tu as parlé de l'effet yo-yo, je pense que la plupart des Cosmo Girls qui Bien sont sûr, actuellement en train de suivre le live, elles connaissent l'effet yo-yo. Pour la plupart aussi, elles ont déjà testé, fait, refait des régimes qui ont mené en échec. Il y en a aussi qui ont poussé les portes d'un médecin malveillant, d'une infirmière, d'une secrétaire, peu importe, d'un comportement grossophobe complètement décomplexé. C'est vrai que pour le coup,
il y a les, il y a les, il n'y a pas de cause réelle, si ce n'est la réaction des gens à l'extérieur, en fait. Je trouve que ça vient exacerber déjà le mal-être que tu as en toi. Bien sûr. Et on n'a pas les réponses. Pourquoi est-ce qu'on maigrit et qu'on regrossit après? Même encore plus, parce que c'est bien beau l'effet yo-yo aussi. Mais voilà, on prend du poids derrière. En Bien plus, sûr. on est en Alors, situation d'échec encore. Hein, tu mais il y vois. a plein de réponses, hein. Il y a plein, plein, plein de réponses. À un niveau physique, l'une Mhm. des premières réponses, c'est l'adaptation du corps. Comme le corps, à un moment donné, il est privé, Ouais. sa réaction, c'est, de stocker la fois suivante. Donc une personne qui a fait des régimes, à plusieurs reprises dans sa vie, va plus se stocker qu'une autre qui n'a pas fait, parce que c'est l'effet de privation. La réponse du corps, c'est vraiment, basique, hein. Je te prive, eh bien moi, je vais stocker parce qu'on ne sait jamais si la famine revenait. L'être humain, est sur terre depuis des siècles et il a connu ses hauts et ses bas. 2e chose, comprendre les raisons du yo-yo. Pour comprendre pourquoi c'est si compliqué de maigrir, c'est ce que je vous invite toutes à faire individuellement. Mhm. Parce que les raisons pour, A, B, C, D, E, F, G, H, 1, elles sont différentes. L'une, a été privée dans son enfance, soit d'amour, soit de nourriture. L'autre a été gavé dans son enfance, soit d'amour, soit de nourriture. L'une a eu, ceci, l'autre a eu cela et c'est pour ça que je disais que c'est une question de personne. Chaque personne a dans son histoire, à elle, les réponses à tout ça. Qu'est-ce qui fait que je suis plus fragile avec tel et tel, problème, avec telle ou telle réflexion, avec telle ou telle et cetera? C'est inscrit dans mon histoire et quand je reçois quelqu'un, je travaille toujours avec la personne en face de moi, pas avec la représentante, d'une partie de la population qui serait l'excès de poids, l'IMC 35, l'IMC 50, l'IMC machin. Non, bien sûr que non. C'est avec madame Amandine, c'est avec madame, Truchmuche et c'est dans les histoires des unes et des autres que nous avançons et c'est pour ça que ça prend un certain temps. Ouais. C'est que on part du haut de la surface et puis on descend et puis on descend. Parce que l'iceberg, la partie qui est en dessous, elle est la plus grosse et c'est elle la plus importante. C'est pas ce qui émerge, c'est les racines et donc on va petit à petit comprendre pourquoi à 12 ans, il y en a une qui s'est mise à grossir. L'autre, c'est après les grossesses. La troisième, c'est à 7 ans. La quatrième, c'est machin, le divorce des parents. L'autre, c'est après des attouchements. L'autre, c'est, je sais pas quand elle, a commencé à vivre, en couple. La dernière, c'est, au décès de sa mère et cetera et cetera et cetera. Chacune a son histoire Bien sûr. et tout ça, ça doit, hein, là j'affirme, ça doit se travailler parce que sinon, au même mot, les mêmes remèdes. Je vais pas bien, le petit chocolat. Mais moi aussi, je travaille avec ma plaquette de chocolat. Mais ma plaquette, elle va me faire, 8 jours. Mhm. C'est pas la même chose qu'un jour où j'ai le moral à 0 ou, dans l'après-midi, il y en a plus. Donc voilà, c'est vraiment et on a ce rapport à l'objet nourriture, à l'objet alcool, à l'objet cigarette, à l'objet, n'importe quoi, n'importe quoi. Les anxiolytiques sont des produits qu'on va utiliser. Est-ce qu'ils sont prescrits par le médecin et tu vas les acheter en pharmacie? Est-ce que tu les trouves au supermarché? Est-ce que tu vas les acheter au dealer du coin? Moi, j'en sais rien. Mais c'est tout à fait humain d'aller chercher à l'extérieur quelque chose pour se faire du bien. Et plus on a manqué, eh bien, plus on aura recours à. Et ça, on a besoin de le travailler. Enfin, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a des gens comme moi. Alors, je termine sur la présentation de mon œuvre écrite. Donc, le dernier bouquin, c'est un roman coécrit avec une jeune journaliste
qui s'appelle La femme qui voit de l'autre côté du miroir, paru chez Erol en 2018. Et là, c'est le troisième bouquin sur l'obésité, cette fois-ci pour un très, très grand public. Les 2 premiers, c'était des essais que je considère être faciles à lire, mais il y a des gens qui n'aiment pas les essais. Et là, c'est un roman qui reprend sous une forme, de fiction, donc une jeune femme, 25 ans. Pour ses 25 ans, elle décide de se faire une chirurgie de l'obésité, de s'offrir ça. Elle l'annonce au repas d'anniversaire à ses parents. Il y a son frère qui est un tout petit peu plus jeune, il y a les parents et on suit la démarche de cette, nana qui est une prof d'anglais. Et puis elle est moderne et puis ses histoires d'amour et puis le voisin de palier et puis nanani et puis nanana. Elle va, elle a une psy extraordinaire. Elle va rencontrer, une équipe de chirurgie, il y a les réunions, il y a les autres qui parlent, il y a l'association, il y a tout ça. Et on ne sait pas, enfin je vous le dirai pas en tous les cas, est-ce qu'elle se fait opérer, pas Est-ce opérer? qu'elle va se faire opérer ou pas? Parce que c'est ça la question. C'est le suspense. C'est à lire donc. Et là, voilà, vous avez, réponse aux questions que vous êtes en train de me poser. Il y a pas mal de questions d'ailleurs. Il y a pas mal de questions. Si tu veux bien, Catherine, on va commencer à y répondre. Sinon, ça va faire embouteillage. Je veux juste m'assurer entre-temps que les Cosmo Girls vont bien. Les filles, est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que peut-être vous partagez la vidéo parce que vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres? Si vous avez ne serait-ce que cette pensée-là, allez-y, partagez-le parce que Catherine nous apporte une autre vision, nous apporte même des précisions, des statistiques, des études, peut-être que nous n'aurions pas que nous n'aurions pas vu passer. Et ça c'est important parce que là, tout de suite, j'ai bien l'impression on parle d'obésité, mais autrement. Voilà. Du coup, côté question, il y a Laurence. Laurence qui pose la question régime du camp à fuir. Point d'interrogation. Régime Oui, tout court. oui, oui, oui! Bien sûr que c'est à fuir, évidemment, hein. Ducamp, a fait maigrir des gens, bien sûr, il les a affamés et dès qu'il y avait des reprises de poids, la personne était coupable parce qu'elle faisait pas comme il fallait. Ah, mince alors. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai aussi? Alors, GB, je dis que l'IMC ne mesure pas la graisse, en l'occurrence. On a Non, non, Christelle. Oui, l'IMC, je vous le rappelle, hein, oui, c'est oui, le rapport de la taille et du poids. Donc que vous soyez gras ou que vous soyez musclé, mon exemple avec le oui, le sportif. rugbyman, Yes. que vous soyez, mais c'est juste un rapport entre un poids et une taille et ça ne veut pas dire à l'intérieur s'il y a beaucoup de gras, beaucoup de masse musculaire et Ouais, évidemment, c'est pas du tout le même effet sur le corps, c sur le rugbyman plein de muscles et ouais. sur la personne qui n'a que du gras. Donc l'IMC est quelque chose qui est un outil statistique. Ok, retenez ça, les amis. Les Cosmogueurs, c'est statistique l'IMC. Bon, ça déjà, ça nous éclaire. Moi, tu vois, je ne le savais pas du tout. Ensuite, on a Christelle qui précise, j'aime votre éclaircissement sur le sujet de l'obésité, votre énervement et votre franchise. Es-tu franche, Catherine? Vous avez remarqué que je suis franche et malpolie. Bah oui, enfin. Alors, qui est-ce que j'ai encore? Ah, toujours remerciements. Leïla te remercie. Merci du fond du cœur, Catherine. Ça conforte ce que mon mari m'a dit, notamment en prenant comme vous l'exemple des sportives avec leur IMC, élèves, et qui ne sont pas obèses. Voilà, merci pour les explications. Il y a Audrey qui dit que l'obésité renvoie également à l'ego de chacun et à leur propre appréciation d'eux-mêmes, qui n'est pas réglée, qui engendre effectivement de la phobie, car finalement, on a peur de soi-même. Et tu en parlais justement, Catherine. On a peur de soi et de ce qu'on renvoie à l'autre, car on ne sait pas finalement qui on est et quelle est notre propre valeur. Voilà, on en revient à l'estime de soi. Voilà ce que dit Audrey, en l'occurrence. Alors si tu veux, je vais parler 2 secondes là sur l'estime de soi. Oui, Comment pourrait-on
avoir une bonne estime de soi quand on est exactement ce que tout le monde déteste? Mmh. Comment pourrait-on intégrer que, c'est pas grave d'avoir des kilos de trop? Puisque tout le temps, toujours et partout, on vous répète que ça ne va pas. On a fait une confusion absolument, dramatique entre la beauté et la santé. Les normes de beauté ne diversifient pas les corps. Tu dois être jeune, très jeune même, mince, très mince. Ça, c'est beau. Ça, c'est les mannequins. Ça, c'est les filles des publicités. Ça, c'est dans les films, et cetera, et cetera. Donc les modèles qui sont, donnés à la population sont un seul type de modèle. Donc c'est très, très compliqué, mais quasiment impossible d'être bien dans ta peau si tu ne corresponds pas à ça. La mode fait le modèle et le modèle, tu l'introjectes, Mmh. tu l'avales, dès que tu es toute petite. Dans la fameuse, étude de l'ANSES de novembre 2010 que vous trouvez, hein, sur le net, c'est l'ANSES, c'est l'Agence nationale de je sais pas quoi, de sécurité, de quelque chose. Heu c'est sur les 95 des régimes extrêmement nocifs. Là, on y parle de Ducan, on y parle de tous les régimes. C'est l'idée de régime qui est nocive. Ce qu'il faut faire, c'est avoir une alimentation à peu près équilibrée, à peu près, stable, voilà. Ça, c'est comme ça que si vous avez besoin de perdre du poids, vous pouvez vous en tirer éventuellement C'est pour exactement ce que dit Laurence. Elle dit donc il faut manger équilibré. Il faut justement un équilibre alimentaire. bien sûr. Alors, je disais sur l'ANSES là, les petites de 10-11 ans commencent des régimes. Est-ce que c'est parce qu'elles en ont besoin? Pas du tout, mais elles ont peur de prendre du poids. Mais pourquoi elles prennent du poids à 10-11 ans? La puberté. Dès que la puberté arrive, le corps féminin est programmé pour avoir des hanches qui vont s'élargir parce que c'est comme ça. Et donc, dès que la puberté se met en route, les filles stockent du gras sur les cuisses, sur le ventre, sur les fesses. Voilà, dans cette partie-là, parce que c'est comme ça. Et donc, lorsque les petites, elles commencent à voir que les hanches vont s'élargir et on stocke du gras et on n'a pas arrêté, d'angoisser à ça avec ça. Les mères étaient au régime, tous les mannequins étaient identiques. Donc là, elles flippent et elles se disent: «Je me mets au régime. Je me mets au régime», Ouais. alors que rien, rien, absolument rien de rien au niveau santé l'exige. Et la confusion santé-beauté est en permanence, entretenue puisqu'on n'arrête pas, mais tout le temps, partout, de dire que l'obésité est le fléau du siècle, l'épidémie. Comment avoir une estime de soi dans ces conditions-là? Justement, c'est tout le travail que toi, tu aides à faire finalement. Les personnes Évid qui viennent pousser évidemment. ta porte. Évidemment, évidemment et il faut que ce soit fait au niveau global et sociétal. Parce qu'il faut absolument un mouvement de body positive. Il faut absolument que les normes changent au travers des indices, hein, je le répète, l'IMC, ça s'appelle un indice et des indices, vous avez des indices, en statistique et uniquement en statistique. Il faut absolument dénoncer la grossophobie. Il faut absolument dénoncer tout ce que j'ai dit depuis le début de notre entretien là. Absolument. Sociétalement, c'est indispensable pour arrêter de fabriquer de l'obésité. Et puis au niveau individuel, c'est la question de la personne. Qu'est-ce qui fait que je vais plus chercher que ma voisine, dans tel produit? Alors, je veux quand même au niveau responsabilité individuelle, heu, décharger la barque parce que quand vous superposez 2 cartes, la carte de la pauvreté et la carte de l'obésité, comme c'est curieux, comme elles se superposent. Parce que 1, la catégorie maigre est plus chère que la catégorie grasse. Donc quand on n'a pas beaucoup d'argent, eh bien, on va
moins facilement vers des produits de très grande qualité et plus vers, des produits, avec une richesse nutritionnelle faible, mais un apport calorique important. Et puis culturellement, dans certains milieux, plus les milieux sont supérieurs, et comme moins il y a de personnes en obésité, plus c'est très, très mal vu. Et donc, il y a une sorte de mimétisme social qui se produit. En revanche, dans d'autres milieux, où il y a beaucoup plus de personnes, heu, en excès de poids et puis ensuite en obésité, eh bien le même mimétisme social s'effectue. Donc du coup, je voulais relativiser le propos sur la responsabilité personnelle parce que l'effet du groupe est tout à fait là. Et dans un de mes bouquins, C'est comprendre l'obésité, je donne l'exemple du petit Lucas. Ce gamin, il a 10 ans. Il arrive dans mon cabinet, il me dit, «Je viens te voir parce que je suis pas heureux». «Qu'est-ce que tu as mon pauvre?» «Eh bien à l'école, on me dit qu'il faut que je perde du poids, c'est souligné en rouge sur, mon livret de santé, voilà, le prof de sport, il se moque, les camarades, alors là, je suis la balèze, machin, le truc, il y a je ne sais, combien de quolibets, vous les connaissez encore mieux que moi. Bon, l'enfer. À la maison, on s'entend tous bien et ce qui nous réunit, c'est les grosses tables. Et ce qui nous réunit à la maison, c'est autour de la table, notre famille. Eh ben, on est tous en obésité et manger est l'occasion des fêtes, des rencontres, des machins. Alors moi, à la maison, je suis normale, je suis comme tous les autres, mais si je me mettais à appliquer ce que l'école me dit de faire, problème. Et à l'école, je suis pas bien, on se moque de moi, je suis pas intégrée, je suis malheureux et je n'arrive pas à m'intégrer parce que je suis différent et je suis le petit gros et tout ça et tout ça. Donc là, Lucas, il est, le cul entre 2 chaises. Vous voyez à quel point je ne sais pas parler Ah français? oui, il y a deux sons de cloche. Ben voilà. Parce que si il fait ce qu'on lui dit socialement, il trahit son groupe familial et si il fait comme le groupe familial continue à faire, il se rend bien compte qu'il se crée des problèmes dans la société. Parce que la société n'est pas tolérante. Bien sûr. Alors donc, voilà et voilà, comment je vais aider ce gosse-là à ménager la chèvre et le chou et comment, Lucas, il va réussir à ni trahir sa famille, ni être l'exclu oh là là, il faut que je remette, ma batterie d'ordinateur. Ni être l'exclu parce que, c'est absolument, trop douloureux et la petite avec laquelle, il serait plus ou moins amoureux, bah, elle le regarde pas parce que tatati tatata, donc c'est pas possible. Voilà et vous voyez, c'est cette question d'estime de soi que Audrey a abordée Bien qui sûr. est évidente, évidente et vraiment à régler pour tout le monde. Enfin, il y a pas une personne qui passe à côté, qu'elle soit ou pas en excès de poids. De toute manière, il y a l'estime de soi. Bien sûr. L'estime de soi, la confiance en soi. Alors, je fais un petit tour des commentaires. Catherine, je vois Christelle qui dit vos exemples, tellement de justesse dans vos propos, merci et bravo. Je fais partie des personnes ayant échoué après une opération. Ensuite, on a Marinielle qui dit bonjour Catherine et les Cosmos, vous avez raison. Chaque histoire agit sur la morphologie et quand elle est à répétition, on met une barrière personnelle. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, Christelle, qui a témoigné juste avant, m'a dit qu'elle a lu tes 3 ouvrages. Alors, Heu, Amandine, je oui, prendrai, la spécificité de la chirurgie à un moment donné. Peut-être d'accord, tu continues, mais tout à l'heure, je parlerai, des ok, des des réinterventions. ok, je veux bien. Là, il y a 18 commentaires, il faut quand même qu'on puisse fluidifier parce que tes paroles, elles ont vraiment fait écho. Du coup, il y a Audrey qui tient à te remercier. Hop, je ne vois pas. Merci Catherine de votre intervention. Il est vraiment temps que plus de professionnels et parlent avec franchise
face à ces lobbies agroalimentaires qui nous tuent à petit feu avec leurs saloperies de pouvoir, avec leurs saloperies et les pouvoirs publics hypocrites, pardon, et leurs campagnes publicitaires discriminatoires, en gros. Hein. Donc là, voilà, hein, on va clairement dans ton sens dans ce live. Ensuite, il y a Laurence qui demande ce que tu penses de la Ligue contre l'obésité. C'est, il me La semble que... LCO, oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Oui, absolument. Oui, oui. Absolument. Alors la Ligue et d'autres associations, moi je suis pour, hein, je suis pour que des associations de patients qui connaissent de l'intérieur donc ces Oui, soucis-là puissent se regrouper, puissent se poser des questions, puissent émettre des avis. Et donc la LCO travaille sur les chirurgies de l'obésité. J'ai eu l'occasion d'intervenir, hein, dans un de leurs, regroupements annuels. C'était à la Grande Motte, il y a 1 an ou 2, je sais plus. ouais. Voilà, donc bah, la LCO, c'est donc les chirurgies. Donc je vais parler des chirurgies, Amandine, Ben, c'est c'est voilà, très bien. C'est une ce sera transition. un sujet qui sera donc traité, puis on reviendra à d'autres sujets. D'accord. 40 d'échecs. Bah, écoutez, mesdames, ou messieurs, s'il y a des hommes, heu, ça interroge. Normalement, il devrait y avoir zéro. Enfin, comme il y a jamais zéro, mais il devrait y avoir, 3, enfin pas Ouais, grand-chose. infime. Mmh. Pourquoi? Pourquoi? Toutes techniques confondues. Parce qu'il y a 20 ans, on faisait que des anneaux, hein. Moi, ça j'ai 20 ans de Oui, recul. oui, oui, oui. On faisait que des anneaux. Alors on a dit après, c'est parce que l'anneau, c'est pas possible, il y a des reflux, parce que c'est ensuite, il y a des dilatations, c'est le problème de l'anneau. OK. Alors après la mode, c'est les sleeves. Donc le bébé estomac tout petit, il va se réélargir un petit peu, mais normalement pas tant que ça. Ou alors les dérivations avec les bypass. Bon, 3 grandes familles, de chirurgie pour aller vite. Mmh. Pourquoi avec toutes ces chirurgies, quelle que soit la nature de la chirurgie, on a 40 d'échecs. C'est invraisemblable parce que si on s'occupait des gens et pas de leur estomac, eh bien, on n'aurait pas ces échecs. Or, on nous demande de vous recevoir une fois, signer qu'il n'y a pas de contre-indication. Donc, les contre-indications sont émises par la HAS, la Haute Autorité de Santé. Vous avez encore une fois sur le net Haute Autorité de Santé, préparation de la chirurgie de l'obésité. Vous avez tout, enfin, tout le document que vous pouvez lire avec les contre-indications psy, puisque moi, c'est mon domaine. Eh bien, dans les contre-indications psy, si vous regardez de près, il ne faut pas être en dépression. Bah, ça me paraît logique. Si tu Oui, es déjà en dépression, on va d'abord soigner ta dépression oui, avant de t'empêcher, de recourir à ton anxiolytique habituel. On va pas t'en rajouter quand même. Il faut pas être dépendant, hein, alcool ou n'importe quel, problème. Ça, c'est pareil. On ne peut pas considérer qu'une personne qui est en dépendance d'un produit puisse aller vers quelque chose qui va encore plus la perturber, puisqu'une chirurgie va quand même, totalement, initier un nouveau rapport à la nourriture. Hem, il y a un certain nombre de contre-indications, mais finalement très, très peu. Ce qui veut dire que le vrai travail du rapport à la nourriture, du rapport à son corps, du rapport à l'estime de soi, du rapport à qu'est-ce qui va changer si demain, dans le regard de l'autre et par exemple les hommes pour les femmes, je change. Je deviens, cette femme désirable que peut-être je rêve d'être, mais comment je vais le vivre? Si j'ai pas travaillé ça au préalable, parce que si j'ai eu une bonne raison et que je n'en ai parlé à personne de prendre tout ce poids, voire même que j'ai banalisé, voire même, que j'ai refoulé quoi. Eh bien, le jour où dans le regard des autres, là, dans la rue, n'importe où, heu, je vais être,
autrement perçu, peut-être je ne suis pas capable de le vivre. Auquel cas, ça va expliquer des reprises de poids. Donc, dans les 40, c'est-à-dire quand même 10 personnes dans une salle, 4 vont reprendre du poids. C'est presque la moitié. Enfin, c'est pas normal. Donc, ce travail préalable, la préparation à la chirurgie et ensuite le suivi de la chirurgie, j'ai envie de dire longtemps, très, très, très longtemps, des années. S'il n'est pas bien compris que ça va se passer comme ça et non pas tac, tac, le problème est réglé, parce que ne plus pouvoir manger, ça fait perdre du poids. Bien sûr que ça fait perdre du poids en général. Oui, mais ça n'évite pas d'en reprendre. Parce qu'en reprendre, c'est les raisons pour lesquelles on en avait pris qui redeviennent puissantes. Voilà, et c'est pour ça que LCO ou d'autres, hein, je ne veux pas faire de pub pour, les unes ou les autres, il y a plusieurs associations qui travaillent avec, les personnes qui font une chirurgie de l'obésité, sont nécessaires pour pouvoir considérer que cette chirurgie n'est pas un acte miracle, que cette chirurgie, c'est une aide et cette aide va être complétée. C'est un trépied de chirurgie. C'est le chirurgien qui évidemment, le jour J, il intervient sur votre corps, la psy qui a travaillé avec vous avant et après. Enfin, je dis «là», ça peut être un homme, hein, et la diététicienne, idem, ça peut être qui travaille avec vous avant et après. Parce qu'on sait que, par exemple, dans les chirurgies de l'obésité, il y a beaucoup de collations qui sont nécessaires puisque vous allez manger par petites quantités. Mais il faut quand même manger, il ne faut pas tomber dans un autre, TCA, trouble du comportement alimentaire, qui irait vers, quelque chose de relativement anorexie. Ça existe aussi, j'en ai plusieurs, en tête. Donc, ces fameuses collations, c'est pas du grignotage. On vous a dit pendant des années: «Grignotez pas» et là, on vous dit: «Faut manger, toutes les 2 heures, prendre une collation, puis il faut boire entre-temps». Donc autrement dit, bah, qu'est-ce qui vous arrive? Toute la journée, boire, manger, puisqu'il faut pas boire et manger, en même temps. Donc finalement, ce rapport à la nourriture devient absolument omniprésent. C'est très compliqué. Donc, heu, si ça n'est pas bien travaillé, suivi, hein, eh bien, il y a des problèmes. Nous, dans les équipes avec lesquelles je travaille, eh bien, on fait des réunions avec les patients, anciens opérés, nouveaux opérés. Ce qui fait qu'il y a un échange d'expériences Mmh. et ce sorte de marrainage, de parrainage permet, justement d'être moins seul avec, cet, événement majeur dans une vie qui est de changer totalement de rapport à l'alimentation. Mmh. Je vois que tu as regardé ton ordi, peut-être tu as d'autres questions? Bah oui, mais elles viennent. Alors, c'est pas forcément des questions, c'est plus bah, des messages d'encouragement, hein, Catherine. Hein. T'es vraiment appréciée, là, je vois sur ce live. Je vois Maëva qui dit trop fan du livre de l'autre côté du miroir. Euh, je retrouve aussi alors, un commentaire d'Audrey qui dit qu'on a vraiment l'impression d'être des cobayes ou des phénomènes de foire. Je pense que ça revient à, à l'obésité. Oui, c'est ça. Oui. Alors, je reprends un message d'Audrey qui disait à certains égards, la grossophobie médicale me fait penser au cabinet de curiosité du 19e siècle et aux pseudo-recherches médicales de cette époque, à vocation soi-disant anthropologique, mais qui au final était une atteinte sans nom à la dignité humaine. Et avec la grossophobie, on en est là. C'est quand même, Audrey, c'est poignant ce que vous dites c'est quand parce même que très fort. C'est quand même très bien fort. sûr et malheureusement, pour, avoir entendu, des réflexions de professionnels de santé, heu, parfois c'est honteux et donc oui, bien sûr, que la grossophobie est, quelque chose à combattre, hein. Tu te souviens, Amandine, quand on avait fait ma voix contre la grossophobie, je te laisse raconter peut-être?
Ah non, à vous l'honneur, cher invité. Allez, Donc la ma voix parole est contre la grossophobie, c'était juste avant les élections européennes et on avait lancé ce hashtag, parce que ça nous paraissait, intéressant de profiter, du fait qu'il y avait les élections européennes pour parler de ça et ce mois de c'était un mois de juin, je crois bien, on a, à ce moment-là, fait un défilé littéraire donc les Cosmo Girls lisait, des petits extraits, du bouquin «La femme qui voit de l'autre côté du miroir». Donc ce titre, hein, je l'explicite, c'est que quand on se regarde dans un miroir, on voit une image. Mais ce qui fait l'image se situe de l'autre côté du miroir. Derrière le miroir, il y a tous les mots dits et vous entendez bien maudits aussi, hein. Il y a tous les mots qui ont été dits, dans l'enfance, parce que c'est quand même le moment de construction. Il y a tous les mots qui ont été dits durant la vie et quand on se le voit, on ne voit pas qu'une image. On voit également ce qui s'est dit. C'est-à-dire que notre regard à nous dépend des mots dits qui ont interprété l'image qu'on voyait. Et ceci, tous les êtres, humains l'ont vécu, hein, c'est ce qu'on appelle le stade du miroir, où, la maman ou n'importe qui tient son bébé, en général, c'est un des 2 parents, enfin ça peut être quelqu'un d'autre, mais voilà. Le bébé regarde le miroir et dit: «Regarde, ça c'est toi. Ah, tu es jolie, regarde, ça c'est ton nez. Oh, ça c'est tes cheveux, machin. Oh là». C'est pas du tout la même chose quand on te dit: «Ah, regarde, tu es jolie, mon amour», plutôt que quand on dit, «Ah bah dis donc, tu as le même nez que ton père, totalement, tordu. Ah dis donc, ah bah tu as pas de bol toi, avec ces cheveux-là, tu iras pas bien loin dans la vie, oh là là là». Bon, enfin vous imaginez bien que ça fait pas le même effet psychiquement. Quand on a parlé de l'estime de soi, il est évident, j'allais dire il va de soi, mais c'est une évidence, que l'image qu'on se fabrique va dépendre des retours qu'on a eus sur sa propre image quand on s'est construit. Et donc, le classique, la petite fille jolie et puis le garçon fort oh le mot m'échappe, mais enfin, l'idée c'est qu'il soit fort. Vous voyez, ça va à vie faire que les filles elles voudront être plutôt, comme ça et les garçons plutôt comme ça. Et ça, c'est un vrai problème et ça, c'est du sexisme ordinaire et ça, oui. c'est un réel problème parce que ça conditionne le regard qu'on pose sur soi. Donc je reviens à l'histoire de hashtag, ma voix contre la grossophobie. Nous avions donc organisé, Amandine et nous, un défilé littéraire pour dénoncer la grossophobie. Les Cosmo Girls lisaient des petits extraits du bouquin habillés avec des vêtements que la styliste, avait conçus et cetera et il y avait eu une médiatisation autour de cette histoire et nous, notre objectif, il est très clair, c'est nous souhaitons faire des événements qui montrent quelque chose, qui démontrent et grâce à la médiatisation, on fait parler de tous ces trucs et donc bah, on fait réfléchir et on fait un peu avancer, heu, quelque chose de la société. Et et heu et comme il y a une interaction entre la société et l'individu, parce qu'on se construit dans un milieu familial, mais c'est pas étanche avec une société. Dans certaines sociétés, on tolère plus ou moins les différences, on tolère hein, puis dans d'autres sociétés, pas du tout. Je vous ai parlé de l'influence du milieu tout à l'heure et donc voilà, marcher sur les 2 pieds, voilà, on marche mieux, hein, quand même sur les 2 pieds. Donc le pied de la société et le pied de la construction individuelle et c'est comme ça aussi qu'on prend en charge les gens, d'un côté socialement, faire bouger les normes, les diktats et de l'autre côté dans les familles, alerter sur, la gravité, de certaines paroles parce qu'on s'en remet très difficilement et ensuite, bah, en thérapie, pouvoir se libérer de ces chaînes-là parce qu'après tout, quand on est plus âgé, voilà, on n'est plus, il faut s'en sortir, quoi. Il faut se sortir de ce qui a été, impacté dans l'enfance et c'est très compliqué, mais on peut le faire, et moi, mon job, hein, je dirais vraiment que c'est un job de libération de chaînes,
et c'est comme ça que je le conçois, c'est comme ça que je le pratique et et ça me paraît, bénéfique, oui, vraiment extrêmement bénéfique. Oui, bah c'est vraiment le cas. Moi, je sais que bah, les filles, est-ce que vous êtes toujours là? Si vous êtes toujours là, s'il vous plaît, ajoutez des petits pouces, des petits cœurs, parce que je crois bien comprendre que ce que dit Catherine, eh ben, ça vous parle et pas qu'un peu. On parlait du miroir il n'y a pas longtemps, Catherine. Il y a Marinielle qui dit que euh, avant, elle était ronde, elle faisait 100 kilos. Elle est passée depuis à 70 kilos, mais elle n'assume toujours pas qui elle est. Elle ne se retrouve pas, elle a la sensation d'être seule. Même si, en soi, voilà, il y a eu cette perte de poids, ce qui est positif, hein, physiquement, il y a un mieux, etc. Mais malgré cette perte de poids, elle ne se sent pas bien. Oui, Voilà. bien sûr, mais enfin, j'ai envie de dire bien sûr, parce que ce n'est pas parce qu'on va perdre du poids qu'on va devenir une autre. Or, si dans les yeux de l'autre, on est devenu une autre, on est paumé, perdu, parce qu'en soi, on a tiens, on ne s'est pas forcément libéré de certaines chaînes, premièrement. Deuxièmement, les yeux de l'autre ne nous regardent plus pareil. «Ah bon, alors pourquoi avant j'étais pas intéressante et maintenant je le suis?» Ça, c'est insupportable aussi. Heu, enfin bref, en fonction de ce qui se passe, on attendait peut-être trop de ce qui allait se passer. Une fois je serai mince, ben non, une fois que je serai mince, le monde il restera, tel qu'il est, assez injuste, et cetera, et cetera. Donc il y a tellement de raisons pour lesquelles la perte de poids n'est pas un gage de bonheur que lorsqu'on va faire une chirurgie et puis qu'on se dit dans sa tête, on se dit: «Oh bah, je suis pas débile, je sais bien que ça va pas tout changer». Mais peut-être dans son cœur, enfin quelque part, on espère vraiment que tout va changer. Or, il y a un tel décalage entre la réalité, les fantasmes et les espérances, enfin tout un tas de choses et selon les vécus des unes et des autres, hein, on se retrouve face à une certaine déception et du coup, bah oui, bien sûr, maintenant je rentre dans une taille de vêtements, maintenant, je peux me mouvoir très facilement, maintenant on me regarde plus de travers, maintenant et cetera et cetera. Mais au fond, je suis paumée, perdue, seule, parce que cette expérience d'avoir été regardée comme ci, comme ça, de m'être considérée comme ci, comme ça, un beau jour c'est fini et si, tu as vécu, 40 ans, dans un corps et puis tout d'un coup tu es dans un autre en un an, mais quel bouleversement! Et voilà, donc vraiment ça dépend. Moi j'en connais, hein, qui sont merveilleusement heureuses, qui disent, «Tout s'est extrêmement bien passé», mais Hmm. j'en connais d'autres, c'est pas la même chose parce qu'on n'a pas opéré, on a opéré une personne et pas un estomac et notre fameux IMC, c'est pas une identité, c'est pas l'identité de la masse corporelle. Non, c'est l'indice de la masse corporelle et donc on va quand même, remettre les pieds sur terre. Ce n'est pas parce qu'on perd du poids qu'on devient une autre. On fait que perdre du poids et vous savez quand on dit, «Je perds du poids», mais c'est pas facile de perdre quelque chose. En Mhm. aucun cas la perte n'est facile. Donc c'est ça, vous voyez, que je travaille avec les gens. C'est ça qu'on doit travailler avec les gens. C'est ça que vous devez travailler parce que sinon, il y a beaucoup de déception, il y a beaucoup de solitude, il y a beaucoup de perte d'identité, et tout ça et c'est compréhensible. «Ah bah, tu dois être heureuse». Bah non, pas forcément. Non. Pourquoi je devrais être heureuse? Contente d'avoir perdu du poids, de pouvoir me mouvoir, de plus avoir d'apnée du sommeil, d'avoir moins de médicaments pour ci, pour ci, pour ça. Ah oui, super contente. Mhm. Heureuse? Ouais, ouais. On a Audrey, une deuxième Audrey, coucou Audrey Poupidou, qui dit je pense que quand on est ronde, on se voit ronde toute sa vie, même si on perd du poids, en effet. Voilà. Donc, elle rejoint Alors, le reflet du miroir. il y a des personnes qui, rêvent
alors qu'elles sont devenues minces, elles continuent à se rêver, beaucoup plus grosses, elles se cognent dans des portes, elles se et cetera et cetera. Heu, le test classique, quand on va dans un magasin et puis, vous vous dirigez vers les tailles, grandes tailles et puis la fille du magasin, la vendeuse, voilà, la vendeuse, vous dit: «Mais, non, non, c'est par là, vous devez faire un 42 ou un 40 ou je sais pas quoi» et vous êtes très, très embêté parce que dans votre tête, c'est là-bas votre rayon, c'est pas là. Oui, oui, effectivement, effectivement. C'est vrai que c'est pas évident du tout, cette image de soi, hein. Alors, on a une Audrey, la deuxième. Alors, je vais juste voir s'il n'y a pas un commentaire avant. Oui. Alors, il y a Clarisse Ingrid Ludi qui dit: je fais partie de ceux qui hésitent toujours à faire l'opération de la chirurgie de l'obésité. C'est pour cela qu'il faut bien y réfléchir avant de prendre cette grande décision et peser le pour et le contre. C'est vrai que c'est quand même une action Oui, oui, qui, oui, qui oui. est très engageante. Alors, on va intervenir sur un organe sain. Votre estomac, il va bien et vous allez venir tailler dans le vif. Heu, Vraiment ce que je peux vous conseiller, c'est d'y réfléchir, mais pas à 2 fois, d'y réfléchir avec une personne, mais 1000 fois, avec, quelqu'un, qui va vous aider à travailler ce que vous en attendez, vos craintes, qui va vraiment, cerner tout ce qu'on vient de dire sur, l'image de soi, sur l'espérance, sur, le passé. Pourquoi ce poids? Heu, les X yo-yo, hein? Quand ça a bien marché, après pourquoi ça dérape? Qu'est-ce qui fait que l'hygiène de vie, elle est si compliquée à maintenir? Parce qu'après la chirurgie, nos 40 d'échecs, c'est bien parce qu'une hygiène de vie n'a pas pu être tenue. Mais vous aurez taillé dans votre estomac, mais vous aurez, fait, quelque chose. Donc moi, je suis, on ne peut plus d'accord sur le fait qu'on y réfléchit, on y réfléchit, mais pas toute seule. Parce que sinon ça tourne en boucle. Les gens comme moi, on va mettre le doigt là où vous n'avez pas l'habitude de le mettre. Et puis parfois là où ça fait mal. Et puis comme, par grande méchanceté, on va vous faire pleurer parce qu'on va aller au bout de questions qui sont là où ça fâche. Mais ne croyez pas qu'on va vous faire du mal. Ça vraiment, je dois vraiment, insister là-dessus. Ah, le mythe. Ouais, Ouais. heu, nous ne sommes pas là pour jouir de votre souffrance. Nous sommes là pour vous aider à vous poser des bonnes questions et dépasser, comme je le disais tout à l'heure, hein, se libérer des chaînes. Dépasser les boulets que vous avez aux pieds, les semelles de plomb, voilà. Laissez tomber tout ça. Moi, j'ai une poubelle très jolie dans mon cabinet et je dis, aux gens tout le temps, c'est qu'ils vont laisser ce qu'ils ont dans leur sac à dos, toutes ces merdes, dans ma poubelle parce que c'est là la place de tout ça et peut-être il y a des gens qui ont passé leur vie à enfouir quelque chose, qui ne voulaient pas que ça remonte de peur d'être envahis. Eh bien, c'est une grave erreur. Quand on garde en soi des choses en espérant que ça ne remonte pas, toute cette énergie psychique dépensée à enfouir et ça remonte. Il faut enfouir, il faut non, et il faut refouler, et il faut machin, et il faut tout ça. Non, il faut plus que j'y pense, non machin. Et puis ça vous revient comme des boomerangs de temps en temps et tout ça, cette énergie psychique est très coûteuse et Mmh. ça, que vous soyez ou pas en obésité, nous sommes les mêmes personnes. L'histoire du poids, n'est qu'un des facteurs nous définissant. C'est pas le seul et l'unique. Surtout pas penser que c'est le seul et l'unique. Et donc, heu, le travail en thérapie, c'est de se libérer de ça.
Qu'il y ait des moments douloureux, peut-être, oui, j'en conviens. Moi aussi, hein, j'ai fait une psychanalyse longue, et cetera. Je sais bien ce que c'est. Comme tout psychanalyste, hein, bien sûr. Heu, donc mais c'est tellement peu de choses par rapport aux bienfaits, qui va être trouvé, par rapport à cette libération que, il y a pas photo, quoi. Vous allez moins souffrir avec la thérapie et vous libérer de tout ce qui vous encombre, que garder tout ça dans votre sac à dos, peut-être autour de vous, hein, parce que c'est peut-être aussi pour vous protéger de choses et autres que vous avez installé le matelas autour de vous. Enfin, quand je dis peut-être, c'est parce que je m'appuie sur quand même un certain nombre de personnes que j'ai reçues, c'était le cas. Je ne dis pas pour tout le monde, parce que les gens sont tellement différents, mais peut-être. Auquel cas, pouvoir laisser tomber tout ça, ça fait extrêmement, du bien. Et si on en passe par des phases où on doit se remémorer et reparler ou parler pour la première fois de choses difficiles, oui, bien sûr que c'est pas toujours le truc le plus sympa, mais en même temps, on y passe des bons moments chez son psy. Et il y a des moments où, vous sortez, mais c'est cuit-cuit les petits oiseaux, ça plane, parce que ça y est, c'est fini. On en a parlé, on a vidé le vase. Beaucoup de personnes, alors là, c'est une image, que j'utilise aussi. Je travaille beaucoup par image. Le vase. Pourquoi la dernière goutte fait déborder le vase? Pourquoi vous vous mettez en colère, pour un rien? Parce que finalement, bah, le vase, il était plein. Mmh. C'est pas la faute de la dernière goutte, elle est peanuts. Pourquoi vous avez bouffé ce jour-là 3 gâteaux? Mais c'est pas ce jour-là, c'est parce que le vase, il est plein. Alors chez moi, on vide les vases. Du coup, les prochaines premières gouttes, dernières gouttes ou je sais pas quoi, n'auront pas tellement d'effet. Comme je vous disais, moi, je travaille avec ma plaquette de chocolat et je mange un petit carré de temps en temps quand on m'a vraiment particulièrement gonflé ou j'ai envie. Mais vider le vase fait qu'on supporte vachement plus, de choses parce que quand même, faut avouer, hein, que, il y a plein de causes pour lesquelles, on n'est pas contente pour ci, on a tel problème pour ça. Enfin, c'est la vie. La vie, c'est comme ça. Il y a le mec qui vous pique la place de parking, c'est un enfoiré et donc voilà, c'est comme ça tous les jours. Oui, Il se passe des tonnes de choses. Le patron, le mari, le gosse, enfin, c'est tout le temps comme ça. Donc vous les voyez, passions du ça quotidien. qui est vraiment très important et c'est ça qui se fait en thérapie et donc c'est ça dont vous avez besoin puisqu'il faut vider le vase parce que sinon, je pourrais parier avec vous, il y aurait pas eu une forte obésité et donc vous voyez, c'est ça le mouvement, il vaut mieux ne pas économiser cette souffrance-là parce que ça va vraiment vous faire gagner du temps, des kilos. Merci Catherine. Alors justement, il y a Audrey Duchesne qui dit, vous disiez tout à l'heure que manger différemment n'est pas forcément accessible économiquement à tout le monde. Il en est de même pour l'accès à la thérapie et autres méthodes pour se sentir mieux et combattre ces fantômes du passé. Il faudrait rendre accessible à tous la santé et le bien-être et arrêter l'élitisme comme pour le bien manger. Elle n'a pas tort. Oh que oui! Oh que oui! Oh que oui! Quand vous voyez le budget de la sécu et que vous voyez tout ce qui est remboursé en antidépresseurs, en anxiolytiques, en arrêt de travail, quand vous Mhm. voyez tout ce qui est remboursé inutilement et que vous voyez que les consultations psy ne sont pas remboursées, écoutez, moi, ça me fout les boules, hein, parce que franchement, heu, les labos, ils ont un poids auprès, du ministre de la santé. Mhm. Ils ont un poids qui est tel que ce n'importe quoi, continue. Je discute avec des gens de la sécu. Je discute. Heu, Là, les responsables, hein, quand je dis des gens à la sécu, c'est pas le gars du guichet du coin, avec des responsables. Bien sûr, ils me disent que j'ai raison, que bien sûr,
il faudrait, comme disait le chirurgien qui est venu me voir en l'an 2000, bien sûr que le bistouri aurait besoin du divan. Bien sûr que, pour aider les gens à trouver d'autres solutions que le réconfort et le refuge dans la nourriture, s'il y a un besoin de réconfort et de refuge, eh bien, on pourrait travailler autrement. Là, en ce moment, c'est extraordinaire, on trouve des milliards. Il y a des milliards en ce moment. Pourquoi? Pour l'obésité qu'on dit épidémie mondiale, il y a moins de milliards. Parce que finalement, le Covid, il va tuer beaucoup moins de gens que l'obésité. Alors, vous voyez, ce scandale total du non-remboursement, parce que, ce que me répondent les gens de la Sécu, ça ouvrirait une porte. Ben oui, mais on rembourserait moins d'antidépresseurs au labo. Donc, pourquoi la HAS ne dit pas c'est obligatoire 6 mois de thérapie? Ben parce que c'est pas remboursé. C'est pas parce que la HAS a un doute quelconque sur le fait que ce serait indispensable. Il n'y a pas assez de postes en hôpitaux de psychologues. Il n'y a pas de remboursement en libéral. Les CMP, CMPP, tous les dispensaires, CMP, CMPP et autres structures institutionnelles sont avec des listes d'attente de plusieurs mois. Le scandale est absolu dans les prises en charge psy, mais pas que pour l'obésité. On a fermé des lits en psychiatrie depuis 20 ans. Maintenant, ils sont où, ceux qui ont besoin de soins psy? Ils sont dans la rue. Le nombre de SDF qui sont avec une pathologie mentale extrêmement lourde et qui ne devraient pas être dans la rue. Ils sont en prison. Ils sont dans des lieux où ils ne devraient pas être. Mais pourquoi? On a fermé des lits en psychiatrie. On a sectorisé depuis 20 ans. Alors, vous voyez, la question de la prise en charge psy, ce n'est pas que la question de l'obésité. C'est une façon de s'occuper de santé mentale qui est honteuse pour un pays comme le nôtre, absolument honteuse. Et de favoriser les médocs à la place de la thérapie relationnelle, c'est honteux. On est d'accord, mais quelque part, on en revient au lobby, 3 points de suspension, pour ne citer que. Catherine, j'ai des messages à ton attention. Elle est fantastique, dit Mariniel. Tout à fait, dit Audrey. Il y a Christelle. Christelle dit oui, j'en ai à vider beaucoup de vases. Voilà. Voilà ce que tu suscites aussi comme conclusion, Catherine. Les vases sont pleins. On a des choses à dire. Vous savez maintenant, les Cosmo Girls, qu'une thérapeute qui n'a pas peur des mots, qui est franche, sincère, qui va vous aider à vider votre vase ou vos vases, elle est là. C'est Catherine Grangeard. Catherine, on arrive en fin de live. Je voudrais te remercier. Je ne vois pas d'autres questions. Je voudrais aussi te laisser le mot de la fin, une conclusion comme tu sais si bien les faire. Catherine, qu'est-ce que tu pourrais nous dire qu'on ne sait pas encore? On sait que tu as trois livres. 2 sur l'obésité, un autre qui est un roman, La femme qui voit de l'autre côté du miroir. On sait que tu es là pour nous aider à voilà, vider les vannes et aller mieux pour avancer, pour se voir autrement. Donc, la conclusion est à Bon, vous. merci beaucoup, hein, je vous remercie toutes.
Non, les 3 livres, c'est sur l'obésité, hein, Amandine. 2 essais, un roman. Les 3, c'est sur l'obésité. Je sors, heu, à l'automne, je sors un nouveau livre, chez Ah, Larousse. ah oui. Voilà, ce nouveau livre, à l'automne, sera sur la sexualité des femmes de plus de 50 ans, parce que ça aussi, c'est un nouveau scandale, Ah, à dénoncer et c'est en réaction à un certain chroniqueur qui disait qu'elles étaient invisibles sexuellement et cetera. Donc moi, j'ai toujours travaillé l'invisibilité, que ce soit des femmes en excès de poids ou que ce soit maintenant, les plus de 50 ans, donc c'est toujours dans la même veine et cetera. Heu, je voulais vous dire, j'ai beaucoup de collègues qui sont des gens de qualité et donc il y a pas que moi, hein. On est je crois normalement, hein, qu'on devrait être passionné par notre travail parce qu'on reçoit des humains et l'écho que ça fait en nous, fait que, on a ce travail psychique avec l'autre, sinon ça ne marche pas. Tout simplement, ça ne marche pas. Donc voilà, je vous invite à aller sur mon blog parce que depuis le 17 mars, depuis le confinement, je me suis dit: «Tiens, chaque matin, je vais vous donner un billet de blog sur des sujets divers et variés» et vous pouvez y aller avec mon nom, vous trouverez très facilement ou sur Facebook, vous allez sur ma page, vous trouvez et je le mets tous les jours. Je vous en prie, allez-y parce que, hem nous sommes dans une situation absolument exceptionnelle en ce moment, avec les angoisses du confinement, avec les angoisses du déconfinement qui va se pointer, un de ces 4 et il faut absolument ne pas rater le coche. Il faut vraiment, pouvoir, dans cette situation exceptionnelle, se poser des milliers de questions sur ce qui se passe en vous et en nous, hein, ce qui se passe et c'est comme ça qu'on va, s'adapter. Parce que attention à une société qui va se masquer, attention à une société où on aura peur de l'autre, attention à une société où le seul but de survivre serait l'existence. Non, surtout pas. I On doit travailler tout ça. Donc je vous invite à aller sur ce blog, ça me fera le plus grand plaisir Ah parce bah, je vais que tout laisser. Je vais tout laisser, toutes tes coordonnées, ton blog aussi, voilà ou les et je pense que c'est très utile. Sinon je passe à peu près 2 heures de ma journée à écrire, les fameux billets sur des sujets très, très variés. Donc c'est très lourd. Je ne sais pas si j'avais imaginé le 17 mars que ça allait être aussi longtemps, si j'étais assez folle pour prendre l'engagement de faire tous les jours. Bon, l'engagement a été pris, il faut tenir maintenant. Mais honnêtement, heu, la situation exige, que nous fassions un travail personnel, sur, qu'est-ce que ça veut dire que tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir été enfermé, seul, à plusieurs, et cetera? Bien ou mal? C'est très, très variable. Qu'est-ce que ça veut dire que bientôt sortir, retourner, avec, du contact aux autres, mais une distanciation sociale? Enfin des trucs extrêmement, c'est quand même dingue tout ce qui se passe. ouais, c'est précis. Voilà, Cette donc circonstance. le mot de la fin, c'est finalement, on c'est pas fini, hein, c'est vraiment pas fini tout ça. Oui, bah oui, bah oui, bah oui. C'est, tout est en cours. Je vais juste, allez, on va sceller cet entretien, Catherine, par une dernière question. Il y a Audrey qui demande, est-ce que tu as un conseil pour choisir un professionnel, hein? Est-ce qu'il ne serait pas pertinent d'avoir des réseaux de professionnels bienveillants? Ben, c'est ce à quoi on pense aussi, Audrey. Tu as vu, enfin, du moins tu as entendu l'échange qu'on a eu avec Catherine. Ça te donne déjà un aperçu de là où Cosmo Plus souhaite aller, avec qui nous souhaitons aussi être accompagnés. Mais est-ce que toi, Catherine, voilà, tu aurais un tips, comme on dit, un conseil pour choisir le bon professionnel? Ouais. Hem, Ce qui est compliqué dans cette question, comme d'habitude, c'est Ah, que, c'est une rencontre de personne à personne. Donc, ce qui peut convenir à l'une, conviendra moins bien à l'autre et cetera et cetera. Voilà, ça c'est un truc. Pour les gens qui ont écrit des livres, bah, vous savez un petit peu qui c'est. Parce que au travers de ce que cette personne a écrit, ça vous parle pas.
Moi, j'ai plein de gens qui viennent parce que ayant lu ce que hein, ça les a tiltés, ils se disent: «Voilà, j'ai envie de travailler avec vous». Donc si les gens ont écrit des livres, lisez-les, hein, parce que comme ça, vous verrez si ça vous convient. S'ils ont des blogs, lisez-les, parce que comme ça, vous voyez si la personnalité vous convient. Après, il y a l'orientation. Moi, je suis psychanalyste. Ça veut dire que je tire les racines. Je ne m'intéresse pas, à la surface, ou si peu, quoi, ou si peu. Mmh. Moi, j'envoie chez une diététicienne qui va s'occuper du côté diète et moi, je vais m'occuper de la personne. Je parle évidemment nourriture si la personne me parle nourriture, mais c'est pas l'essentiel. Moi, c'est la personne. Je m'occupe des racines, on va extirper, tout ce qui est bien enfoui et on va jeter à la poubelle. Voilà, c'est comme ça que je travaille. Moi, je suis pro psychanalyse pour ces raisons-là, mais pas les psychanalystes, qui n'y connaissent rien en obésité, pas les psychanalystes qui la bouclent et qui ne vont jamais vous faire un renvoi parce que pour moi, c'est de la maltraitance. Donc vous voyez, heu, c'est très, très variable. L'étiquette psychanalyste, ça veut dire quelque chose, mais après, la personne, ça veut dire aussi beaucoup. Parce que nous sommes dans des métiers de transfert, parce qu'il faut que je puisse absolument supporter le transfert que vous faites sur moi et en même temps que vous, vous appréciez ma personnalité. Parce que si j'éclate de rire et que vous, vous dites: «Mais elle est barge», vous voyez, ça ne va pas fonctionner. Donc c'est comme ça. Le conseil que j'ai vraiment à vous donner, c'est s'il y a des gens qui vous donnent, des recommandations en disant: «Bah, va chez une telle, elle est très bien», pourquoi tu dis qu'elle est très bien? Parce que ce qui peut être très bien pour, l'une n'est pas très bien pour l'autre. Donc déjà, c'est pourquoi tu dis qu'elle est très bien. Quand un médecin vous recommande, vous feriez bien d'aller voir un psy. OK. Est-ce que vous avez des coordonnées à me donner? Est-ce que vous travaillez avec des gens avec qui vous avez confiance? Voilà, Mmh. ça peut être bien, ça peut ne pas être bien, mais ça peut. Et si vous faites un annuaire des professionnels safe, des amis, et cetera, c'est une excellente idée. Vous voyez, tout ça, c'est très bien parce que vous direz, bah, dans les Yvelines, on connaît Catherine. Alors Catherine, elle dira, «Oui, OK, vous pouvez venir ou pas», ou même, puisque maintenant on travaille par téléphone, est-ce que Ce que j'allais te demander, il fait des téléconsultations? ouais, Ouais, OK. bien sûr, puisque là, le confinement a apporté la consultation par téléphone et Mmh. qu'on a vu que ça marche très bien, ben, on va continuer. Donc vous voyez, il y a tout un tas de choses, hem, dans cette crise qu'on vient de traverser, il y a des choses, on a appris. Et Oui. donc, il y a des gens qui vont dire: «Bah, moi, finalement, consultation par téléphone, je viens vous voir une fois». Moi, j'ai des gens qui habitent extrêmement loin. J'en ai, Bruxelles, j'en ai je sais pas où, loin, loin, loin et qui viennent une fois de temps en temps. Le reste du temps, c'est par téléphone. Donc il y a des tas de façons de procéder. Ce qui est très important, c'est le désir de faire quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, c'est sur ces mots, Catherine, que nous allons toutes te remercier. Un immense merci de ta présence, de tes conseils, de ta présentation, de ta vision aussi. Parce que c'est rare qu'on entende voilà, des vérités. Je dirais, c'est vraiment ça. Je vais remercier les Cosmo Girls aussi d'avoir été là du début à la fin. Un grand merci de votre participation à toutes. J'espère que vous en aurez tiré quelques conclusions nouvelles. Euh, je vais mettre tous les liens et contacts où vous pourrez retrouver Catherine. Allez lire son blog quotidiennement parce que moi, personnellement, c'est vraiment mon petit moment de plaisir. Dès que ça sort, hop, je vais sur le site et ça me fait du bien. Je vais mettre aussi, bah écoutez, elle est sur Instagram. Attention, Ah! bah attention, bah oui. Instagram, elle est sur Facebook aussi. N'hésitez pas, vraiment. Un grand merci à toutes. Merci à nouveau à toi, Catherine. Et que dire, à très bientôt. À très bientôt, chère Absolument. Catherine.